Bonjour. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous trouvez que l'on réalise fréquemment des micro-trottoirs en France? Je suis quand même pas très au courant parce que je ne regarde pas la télévision et très peu internet. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Et en ayant un petit peu une idée de ce que c'est, selon vous, quel serait l'intérêt pour la population d'en réaliser des micro-trottoirs? Bon, éventuellement, présenter les avis ou les réflexions des gens sur des thèmes d'intérêt général, mais en présentant un certain choix d'opinions diverses, ce qui n'est pas forcément le cas si on est toujours dans le même quartier, mais bon, ça dépend des circonstances. Qu'est-ce qui vous amène à accepter ce micro-trottoir? Le fait qu'il fasse beau, qu'on soit un endroit agréable, que j'ai un peu de temps et que vous m'ayez demandé ça gentiment. Et il m'est déjà arrivé de répondre une fois à une sollicitation pour une émission télévisée. J'avais répondu favorablement, mais pas joyeusement. Et puis finalement, il y a eu énormément de retombées très agréables et bénéfiques. Voilà, donc je pense que ça ne peut que bien se passer. Voilà. Certains passants, justement, refusent de participer au micro-trottoir qu'on peut leur proposer, et notamment par méfiance des médias en matière, par exemple, de manipulation d'images. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, les médias sont de grands menteurs pour une grande partie d'entre eux. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est justement l'occasion de pouvoir éventuellement s'exprimer ou de présenter un autre avis. Ensuite, mais je pense que c'est effectivement l'occasion de présenter un autre son de cloche. Si on n'est pas de l'avis des médias, si on est du même avis, ça sera le même avis. D'autres passants préfèrent être filmés sous anonymat ou refusent tout simplement de participer, parfois pour se protéger du regard de l'autre face à la caméra. En quoi est-ce que cela peut être coûteux ou risqué d'exposer socialement une parole intime pour ces passants? Bon, vous savez, à mon âge, j'ai des cheveux blancs, j'approche de la retraite, j'aurais vécu 35 ans à Paris, vous savez, les avis des autres, c'est pas forcément le plus important, hein. Voilà, je pense qu'à 20 ou 30 ans, ce soit très important, mais à mon âge, ça a quand même moins d'importance. Puis je suis du sud-ouest, avec les Pyrénées en face, on est fidèle à soi-même. Voilà. Je sais pas, c'est pas une bonne réponse, mais c'en est une. Voilà. Mais pourquoi, par exemple, justement, une différence d'âge pourquoi est-ce que de jeunes personnes pourraient plus refuser que vous? Ils ont peut-être davantage peur des réactions du groupe. Je pense que les jeunes collégiens, lycéens, étudiants sont quand même très sensibles au groupe, au regard. Et puis ne pas être dans la droite ligne ou dans le politiquement correct n'est pas toujours facile. Je crois qu'il y a un âge où c'est plus facile. Voilà, je dirais rien de plus, vraiment d'autre. On remarque également que certaines personnes peuvent avoir un avis assez tranché, voire parfois radical sur certains sujets, en off, ou bien au contraire ne pas se sentir suffisamment expert du sujet pour pouvoir en parler, alors qu'une fois devant la caméra, ils parviennent à nuancer ou à affiner leurs propos, sans avoir d'ailleurs la sensation de mentir ou d'être hypocrite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut avoir des idées bien précises, et bon, mon entourage le sait, et vouloir les présenter de façon plus pondérée et nuancée quand on sait qu'on a des interlocuteurs qui ne sont pas forcément des mêmes sensibilités. Ça, je pense que c'est complètement humain et c'est s'adapter à son entourage, sans forcément se renier. Je pense que avoir des opinions très tranchées, c'est une chose, mais vouloir être entendu nécessite de s'adapter à son environnement sans forcément déformer les propos, mais en les nuançant. Parce que rien n'est ni tout noir ni tout blanc, hein. Souvent la vie est grise, hein. Enfin, certains aspects sont très nuancés. C'est cet aspect-là qui est difficile et qui demande du temps, justement. Et je crois que le problème des médias, c'est en 10 secondes, il faut avoir dit l'essentiel. Or, la vie est quand même plus compliquée que ça. La vraie vie est plus compliquée que ça. Du coup, est-ce que vous pensez que parler publiquement, ça permet d'avoir
en quelque sorte un discours plus ouvert à l'autre? Ça, je sais pas. Si publiquement permet d'avoir un discours plus ouvert à l'autre, mais je sais pas. Mais on peut émettre des idées, fruits d'une expérience, d'une sensibilité, qui peut être intéressant pour celui qui regarde. Ensuite, je ne sais pas. Vous pouvez me reposer la question ? Oui, bien sûr. Est-ce que parler publiquement, ça permet d'avoir un discours qui soit plus ouvert à l'autre ? Je pose cette question parce que c'est également cette idée que quand on est devant une caméra, qu'on porte une parole un peu publique, on nuance un peu plus ses propos, comme vous l'expliquez bien. On affine un petit peu les choses qu'on dit parce que c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc est-ce que ça permet pas finalement de s'ouvrir un petit peu et d'être plus dans le lien social finalement ? Oui, certainement. Mais dans la mesure où on ne connaît pas l'interlocuteur, on est comme sur un fil. Hein. C'est en fonction de l'interlocuteur ou des interlocuteurs. Mais bon, c'est ça les médias. Hein, Et c'est l'intérêt, parce que chacun y trouvera son miel, ou ne le trouvera pas. Non ? Enfin, est-ce qu'il y aurait un sujet ou une cause qui vous tient à cœur de défendre, dont vous aimeriez parler ? Eh bien, aujourd'hui, je suis au congrès Mission. Comme beaucoup de catholiques ou chrétiens pratiquants en France. Il faut que je montre comme ça. Voilà, si vous voulez voir plus haut. Voilà. Voilà. C'est un congrès où il y a un rassemblement de personnes qui sont sensibles à l'évangélisation de notre société, qui est très laïque, dans laquelle la culture, la religion est pour beaucoup culturelle, pour d'autres une tradition mise aux oubliettes. Souvent les religions sont critiquées. Alors c'est un rassemblement sur 2 jours et demi de personnes laïques, religieux et consacrés, divers et laïcs aussi, engagés dans notre société, qui ont à cœur de faire connaître le message du Christ, Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans, et dont le message a construit notre société, quoi qu'en disent beaucoup de médias, et qui maintenant, Jésus est vivant et pour nous une richesse, un témoignage, il nous fait vivre. Et ces 2 journées de conférences, d'échanges, de carrefours, d'ateliers permettent de faire connaissance des différentes approches des uns et des autres, des différentes sensibilités, des appréhensions que l'on a quand on va vers l'autre, comme vous en parliez, des appréhensions mais qui sont les mêmes pour tout le monde, et comment les uns ou les autres dépassent cette appréhension, et comment après on est content d'avoir pu transmettre le message du Christ qui nous dépasse infiniment, qui ne demande qu'à connaître et rencontrer chacun d'entre nous, à nous de lui laisser la porte ouverte de notre cœur. Voilà, c'est le thème sur lequel on se retrouve là, avec différents aspects. Notre société très laïque, qui critique les religions, notre religion catholique, qui traverse des moments difficiles, avec les problèmes des abus dont vous avez certainement entendu parler. Voilà. Et c'est une catastrophe, c'est une honte. Ce sont les gens blessés, meurtris que l'Église est appelée à accompagner. Voilà, et il faut tout faire pour que ça ne se renouvelle pas. Il y a tout un travail. Et aussi les autres religions, la religion musulmane, qui, avec énormément de braves gens pleins de bonne volonté, pose quand même des vrais problèmes dans notre société. Et ce n'est qu'en ayant une parole vraie sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qui est important pour nous, sur notre foi, qu'on peut vivre ensemble. Je pense que la religion n'est pas à laisser à la maison. On peut vivre avec des religions différentes dans un même pays, en connaissant soi-même chacun sa propre religion, ce qui nous permet de mieux aller à la rencontre de l'autre. Et on a beaucoup de richesses à partager, et puis à découvrir chez les autres. Et je pense que c'est très important. L'islam en France maintenant
n'est pas simple. Les musulmans ont un cheminement à faire, individuellement et en groupe, dans une société chrétienne. Moi, j'étais très touchée un jour de rencontrer un clochard, dans un contexte qui disait je suis musulman de culture, un clochard raviné, je suis musulman de culture et chrétien de cœur, et j'étais très touchée. Je pense que tant clochard, il voit les gens au quotidien, dans la vie difficile des uns et des autres, et qu'un clochard parle avec son cœur. Voilà. Bon, c'est un congrès très intéressant où il est question aussi de notre église, l'évangélisation en milieu rural. À Paris, on ne parle pas que de Paris, ni des grandes villes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi qui suis suédoise, c'est une très bonne nouvelle. C'est important pour vous qu'il y ait des représentants de la laïcité dans ce congrès ? Oh, mais je crois que le problème de la laïcité, c'est un terme sur lequel chacun met des mots différents. Mais les représentants de la laïcité, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire ? C'est privé ? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire ? Ah ben oui, laïque, oui. Ben moi, je suis laïque. Je ne suis pas religieuse consacrée. Hein ? Oui, laïque, dans une église, vous avez le prêtre et puis tous les laïcs. Vous avez quelques religieux au milieu, vous avez tous les laïcs. Hein. Laïque, c'est... oui, je sais pas... Laïque, dans l'église, c'est ceux qui sont ni prêtres ni religieux. Hein. Voilà. Merci beaucoup pour votre message. Je vous en prie. Bon, bonne journée, hein, parce qu'il fait bien beau, c'est agréable. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous trouvez que l'on réalise fréquemment des micro-trottoirs en France ? Oui, de plus en plus, c'est peut-être un peu trop parfois. Pourquoi trop ? Enfin, trop. Je sais pas, le mode, ce mode d'expression n'est pas forcément celui qui pousse le plus souvent à la réflexion. Et en fait, on dit un peu tout et n'importe quoi et sans que ça a vraiment d'impact sur l'information. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, à vrai dire, je regarde pas tellement la télé, donc, mais voilà, quand je regarde un peu les nouvelles, je trouve qu'il y a souvent effectivement des micro-trottoirs. Après, voilà, ce qu'on en tire, c'est effectivement pas toujours très profond, et en même temps, je comprends, parce qu'on prend les gens un peu sur le vif, ils n'ont pas le temps de résumer en quelques secondes voilà, le fond de leur pensée. Pour moi, c'est aux journalistes aussi de faire l'étude, quoi. Donc c'est bien de prendre le pouls, mais on va pas analyser un problème comme ça sur un bout de trottoir. Mais après, c'est marrant en termes humoristiques de retrouver des personnes un peu charismatiques ou un peu avec une personnalité un peu originale. Je trouve ça sympa quand même, exercice de ce point de vue-là. Donc il y a un peu une part de divertissement aussi. Ouais, exactement. Oui, je pense que c'est justement exploiter les gens pour du divertissement, si on simplifie. Donc voilà, je sais pas si c'est un peu, et donc voilà, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est un peu le Twitter, quoi, du média, quoi, le micro-trottoir. C'est condensé, donc c'est une réaction à chaud, mais qui est très spontanée et qui vise pas forcément d'ailleurs à vraiment expliquer ou offrir une réponse complète, quoi. C'est plus une réaction. Voilà. Et du coup, en dehors de ça, quel pourrait être l'intérêt pour la population de réaliser des micro-trottoirs, je dirais, un peu plus longs ? Je pense que plus l'intérêt, ce serait que la personne qui se fait interviewer réfléchisse un peu plus. Si on cherche du contenu d'information intéressant, qu'elle réfléchisse plus avant de répondre aux questions. Et c'est pas forcément de faire des micro-trottoirs le plus long, mais c'est plus laisser un temps de réflexion avant aux personnes pour qu'elles puissent avoir un avis qui est cohérent et qui leur ressemble vraiment aussi. C'est pour être l'occasion aussi de les forcer un peu, quoi, à se pencher sur un sujet, parce qu'on on se dit tous qu'on doit avoir un avis sur, je sais pas, l'écologie ou autre, mais finalement, quand on est pris dans le quotidien, on se dit pas tiens, je vais réfléchir à qu'est-ce que c'est l'écologie aujourd'hui, alors que si on engage la conversation et qu'on peut pas vraiment y échapper, ça peut être une manière un peu d'accrocher la personne là-dedans. Et après, l'autre aspect intéressant, je pense, c'est le côté empathie, parce qu'on est quand même dans une société qui est assez individualiste. On se rend compte qu'il y a pas mal de biais, notamment dans les réseaux sociaux, etc. Donc les gens voient des choses qui leur ressemblent plus.
Et voilà, il y a rien de tel que des expériences humaines, ou d'observer comment les autres s'expriment, leurs convictions, etc. pour être voilà, une meilleure ouverture d'esprit au global. Donc voilà, que ce soit s'ouvrir l'esprit à d'autres, comprendre que tout est nuancé, il n'y a pas de blanc ou noir, qu'il y a d'autres opinions, il y a plein d'intermédiaires et que voilà, on part loin, mais Ça Mais devient voilà. philosophique là. C'est pas plus mal. Hein. Ok. Qu'est-ce qui vous amène à accepter ce micro-trottoir? Bon, t'avais l'air sympa, du coup on a accepté. un coup de gueule contre les micro-trottoirs. D'accord. Certains passants refusent de participer par méfiance des médias et notamment en matière de manipulation des images. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, voilà le délai de réflexion dont on parlait. Je sais pas, je pense que c'est plus une crainte aussi de se retrouver, de se retrouver à la télé. Peut-être aussi de rigoler, avec les réseaux sociaux en fait. Si la personne a dit une connerie ou quelque chose comme ça, elle se retrouve la risée de tout le monde. Donc c'est peut-être aussi ça qui crée cette méfiance. Bah oui, on s'expose quoi. Parce que vu qu'aujourd'hui tout peut être récupéré, exploité, détourné, d'ailleurs on part beaucoup plus loin que ça, mais aujourd'hui on arrive même à monter les visages de célébrités sur d'autres personnes, avec l'intelligence artificielle. Donc à partir du moment où on donne quelques éléments d'image, après ça peut être effectivement détourné. Donc je pense qu'il faut... je comprends en tout cas qu'il y ait des gens qui soient réticents, et ça peut être une question aussi de vie privée, quoi. Vraiment protéger son identité, et sachant qu'aujourd'hui elle peut être usurpée hyper facilement. Je pense que c'est vraiment une question très actuelle, effectivement. Il faudrait voir aussi comment on protège les vidéos, par exemple sur YouTube, pour éviter qu'elles soient reprises et détournées. Et ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire, mais il y a des personnes qui préfèrent être filmées sous anonymat, donc sans l'image, ou qui refusent pour se protéger un petit peu du regard de l'autre. Plus précisément, en quoi ça peut être coûteux ou risqué d'exposer socialement une parole qui est intime? Mais sur un micro-trottoir, j'ai du mal à me dire que ça peut être vraiment intime, puisque c'est pas assez réfléchi. Donc du coup, c'est pas... pour moi, vu que c'est pas assez réfléchi, c'est difficile d'être intime. Moi, je trouve pas que ce soit intime, vraiment. Donc, pour compléter, je pense que justement une discussion intime, ça se fait avec une personne qu'on connaît bien. Et si on n'a pas d'éléments de contexte, le jugement est complètement décalé. Quand on se confie, c'est parce qu'on sait que la personne sait comment on est, et que du coup, ce qu'on va lui dire, elle va le prendre elle va la replacer dans le contexte, alors que là, c'est hors contexte. Vous savez pas ce que je fais comme métier, vous savez pas ce que j'ai vécu. Donc, il est intéressant. Donc vous pourriez interpréter complètement différemment, connaissant mes origines, quel milieu je viens, quel type d'éducation j'ai faite, quel type d'amis, quel type de personnes je fréquente, etc. Donc un micro-trottoir, on ne sait pas qui on a en face, et on ne peut pas justifier, du coup, on va dire. On ne peut pas analyser en tout cas son discours, je pense, de façon vraiment pertinente. Et du coup, si c'est pas intime, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui refusent par méfiance du regard de l'autre? Vraiment cette question un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a peur du regard quand on se met devant une caméra? Je sais pas si c'est une question de regard en fait. Je pense qu'il y a le côté où on n'a pas le droit à l'erreur, parce que là on fait un micro-trottoir et il n'y a pas de, de reprise, etc. Alors que sur tous les plateaux télé, il y a toujours des moments où on coupe, on refait. Là, il ne faut pas se rater. Donc c'est un peu oppressant déjà. Et après, je pense que c'est plus ça en fait qui est stressant, quoi. C'est que la pression des autres gens derrière. On est dans le quartier latin, l'enfer c'est les autres, voilà. C'est quoi cette pression? La pression de... je sais pas, moi je l'ai pas, mais... je l'ai pas. J'ai pas l'impression de... Je sais pas, de m'engager plus que ça en faisant ça, donc... Je sais pas si c'est tellement par rapport à une pression. Il y a aussi des gens qui ont simplement pas l'impression d'être plus intelligents que les autres en fait, donc ils vont pas avoir envie de se mettre en valeur en essayant de dire quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs souvent ceux qui veulent se mettre en valeur, on le voit tout de suite, parce qu'en général ils partent en vrille, ils disent une grosse connerie, et
puis ils s'obstinent dessus. Donc ouais, non, je pense qu'il y a aussi un côté simplement, il y a des gens qui sont peut-être juste humbles ou qui n'ont pas envie de se fondre dans la masse et qui n'ont pas envie de rentrer dans ce jeu-là, quoi. Alors, Et qui aussi ont peut-être l'impression que leur avis vaut pas vraiment quelque chose, donc du coup préfèrent zapper, quoi. c'est une excellente transition vers la prochaine question parce qu'effectivement, dans les micro-trottoirs qu'on a réalisés jusqu'à présent avec le collectif, on a remarqué beaucoup de personnes qui justement se disaient non experts du sujet, donc je ne sais pas, donc je ne peux pas répondre. Ou qui au contraire ont des avis extrêmement tranchés, voire radicaux sur certains sujets, en off. Et une fois devant la caméra, ils arrivent à avoir un discours très nuancé quand ils ont un avis tranché, ou au contraire très affiné, très réfléchi quand on leur laisse un peu le temps de la réflexion. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça le fait que le discours puisse être décalé entre le moment où ils sont en off et le moment où ils sont devant la caméra, sans avoir pour autant l'impression de mentir ou d'être hypocrite. Je ne saurais pas du tout, pas vraiment d'idée. Peut-être effectivement, il y a plus d'enjeux quand on est devant la caméra, donc, je sais pas, ou le stress lié à ça. Mais après, moi, je pense que c'est super si on arrive à tomber sur des personnes qui se révèlent être expertes du sujet, mais c'est vrai qu'après, en tout cas personnellement, moi je préfère, spontanément je vais chercher des émissions ou des contenus où on invite des gens qui sont experts. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait souvent ça peut être des experts auxquels qu'on nous présenterait pas par exemple sur BFM, quoi. Sur des podcasts, ils vont aller chercher un prof des écoles, je sais pas, on va dire, qui va nous parler justement de l'éducation, mais du coup du terrain. On va vraiment avoir quelqu'un qui vit le truc, donc je pense que c'est... Voilà, après, peut-être que le micro-trottoir, ce serait chercher quelqu'un qui, justement, pendant, je sais pas, une crise économique, ou je sais pas, qui est une personne qui est vraiment affectée, par exemple, ouais, ce serait intéressant. Mais prendre des personnes un peu au hasard, comme c'est souvent fait quand même, par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, je suis pas sûr que ça permet de prendre le pouls de l'émotion, mais ça va pas nous apprendre grand-chose sur... quelles sont les solutions mises en place ou comment c'est vécu plus globalement, quoi. Je sais pas si ça répond. Il y a aussi un peu une question sous-jacente, c'est est-ce que le fait de prendre la parole publiquement, ça permet d'avoir un discours un peu plus ouvert à l'autre, dans le sens où on module un petit peu plus sa pensée, on nuance. Oui, peut-être pour certaines personnes. Après, moi personnellement, je dis ce que je pense et j'essaye aussi de prendre en considération l'autre personne, puisque, de toute façon, si le dialogue est intéressant, c'est aussi en écoutant l'autre, les positions de l'autre. Du moment que la communication peut se faire dans le respect et dans l'envie justement de comprendre l'autre. Pour moi, c'est ok. Donc, Une approche plus constructive, du coup, tu penses ? De quoi ? Ce serait une approche plus constructive quand on parle en public, on est peut-être plus... on fait plus attention. Plus attention. Moi, j'essaye de rester le même. Naturellement, je pense être le même en public ou dans l'intime. Ouais, pour le coup, moi, je dirais quand même que, voilà, avec ses amis, on peut peut-être se permettre d'être un peu plus... faire un peu moins attention, mais d'ailleurs ça ne veut pas forcément dire que ça reflète ce qu'on pense, mais ça peut être de l'humour, on va peut-être mettre un peu moins les formes, alors qu'effectivement si on prend la parole avec des personnes qu'on connaît moins, on va mettre plus de barrières, effectivement, peut-être. Mais du coup, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose, du coup. Parce que peut-être que comme les hommes politiques, on va du coup se censurer beaucoup et que ça va pas refléter vraiment... ça va pas faire ressortir des choses intéressantes. Après moi je bosse un peu dans le marketing, donc on voit bien que voilà, une étude consommateur, ça ressemble, on n'en tire pas les mêmes choses quand on a un questionnaire très clair ou quand on approche la personne de façon un peu plus subtile, dans un cadre moins formel, de façon plus informelle. Tout dépend du cadre un petit peu. Ouais, du cadre, ça dépend du cadre de la caméra, exactement. Est-ce qu'il y aurait un sujet qui vous tient à cœur ou une cause un petit peu importante pour vous dont vous aimeriez parler là devant la caméra du coup ? Moi j'en ai une, ouais. C'est en fait
Un sujet qui je pense est vachement important, c'est l'accompagnement pour dans ce qu'on appelle un peu les soft skills, on va dire, pour trouver un job ou pour s'insérer. En fait, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se transmettent par notre éducation et qu'on n'a pas tous forcément l'environnement favorable pour développer ces compétences-là, et que ça peut vraiment empêcher des personnes avec un très fort potentiel de ne pas trouver leur voie ou pas trouver leur place. Et donc voilà, moi je suis engagé au sein de Bob Emploi, qui est une asso qui accompagne les chercheurs d'emploi. Et voilà, je pense que ce serait bien que les gens se renseignent sur cette cause. Il y a plein d'autres assos qui font un peu le même genre de travail, mais voilà, je pense que c'est une cause qui, je pense, a un vrai impact, parce que voilà, ça permet de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et finalement, c'est quand même, je pense, une des premières étapes avec l'amélioration de l'éducation pour qu'on vive sereinement tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu trouves que l'on réalise fréquemment des micro-trottoirs en France ? Souvent dans les JT, pour essayer d'avoir un pseudo-avis citoyen. Et aussi, j'ai l'impression que ça fait un peu le truc dans les vidéos humoristiques. Que de plus en plus, on demande aux citoyens de trouver des petits citoyens assez drôles avec lesquels on va pouvoir les piéger et faire diverses blagues. Voilà. Donc à titre un peu de divertissement. Ouais, plus divertissement et informatif, je trouve que c'est assez orienté et que justement, on ne donne pas la parole à... C'est toujours à peu près la même catégorie de population, et c'est en ça que je trouve ça un peu dommage au grand public, on va dire. Selon toi, quel pourrait être l'intérêt pour la population d'en réaliser, alors soit sur la modalité dont tu viens de parler, soit sur d'autres modalités ? Ce serait d'avoir un regard un peu citoyen à la rue, que les médias sont souvent quelque chose d'assez oligopolistique et du coup assez concentré vers une majorité de personnes, et souvent rachetés par des gros, on va dire, des grosses entreprises, etc. On connaît bien le paysage médiatique français qui est assez regroupé, et du coup là c'est un moyen un peu de décentraliser tout ça, de donner un peu la parole aux gens qui sont un peu en bas et qui sont un peu en dessous et qui ne s'expriment pas forcément bien, mais au fond il y a quelque chose de vérité, il n'y a pas de filtre, et c'est en ça que c'est intéressant de donner, on va dire, de temps en temps la parole à des citoyens lambda. Qu'est-ce qui t'amène à accepter ce micro-trottoir ? Eh bien, il faut un peu des fois sortir de son carcan, on va dire, intellectuel, et dire oh, ça c'est pas pour moi, oh, ça je fais pas ci, je fais pas ça. Il faut essayer, ça se trouve je regretterai dans une semaine, mais au moins je l'aurai essayé, et qu'il faut toujours un peu bouleverser notre... Je dis toujours à mes parents, ouais, il faut changer ceci, il faut changer cela, un peu quitter leur confort et ce à quoi ils ont toujours été habitués. Alors aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas moi essayer de passer justement de ce côté-là, de ma phobie de la caméra, pourquoi pas essayer. Et donc en parlant de ta phobie de la caméra, j'allais te poser la question, certains passants refusent de participer à ces micro-trottoirs, comme tu as failli refuser en fait, justement par méfiance des médias, parce qu'il y a une idée qu'il peut y avoir de la manipulation des images. Qu'est-ce que tu en penses, ça ? Je pense qu'on peut très facilement justement orienter aujourd'hui avec la télévision les idées, les façons de penser. Quand on regarde comment au niveau des élections, etc., comment le média peut influencer justement les décisions politiques, comment on peut influencer le téléspectateur, et comment lui-même il est soumis justement à être un peu passif de cette image et à pas poser une réflexion. Et on termine rarement un JT ou quoi que ce soit en mode posez-vous la question, réfléchissez là-dessus. C'est toujours on vous donne comment faire, enfin on pose une question mais tout de suite les réponses, et du coup c'est assez orienté. Et c'est en ça qu'on peut se méfier, parce ça peut servir de support justement à des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. Et du coup c'est en ça que je trouve ça assez dangereux. Et au-delà de ça, je pense que pour les personnes, pourquoi ils ont peur, c'est aussi parce que ça ancre un peu soi-même dans le temps. C'est comme un peu les vieilles images qu'on a de soi d'il y a 20 ans, ou un Skyblog, ou un vieux profil Facebook qu'on va un peu cacher. C'est qu'on est en constante évolution, et justement le capter une image ou un son en rapport avec nous, ça capte et ça fige un peu sa personnalité. Ça fait que peut-être d'ici 20 ans je regretterai ce que je suis en train de dire, et c'est en ça qu'on peut être inquiété, parce que ça fige quelque chose alors qu'on est même en évolution constante tous les jours. Voilà. D'autres passants préfèrent être filmés sous anonymat ou refusent parfois de participer pour se protéger du regard de l'autre. En quoi, d'après toi, ça peut être coûteux ou risqué d'exposer publiquement ou socialement une parole intime ? J'ai un peu devancé la question. Ouais, en gros, c'est ce côté de figer
les choses. Et puis si demain, par exemple, c'est utilisé à des fins politiques, etc., et qu'un chef d'entreprise le voit ou quoi que ce soit, on a toujours l'image de « Ah, mon chef d'entreprise, il va me retrouver, etc. Il va mal penser, il faut rentrer dans les cases, il faut avoir un beau CV, il ne faut pas avoir de tâches sur Internet, etc. » Et c'est un peu de se dire, se démarquer déjà. Le fait de passer dans un média, ça démarque, d'être mise à l'écran, de sortir de l'anonymat, on va dire, parisien, et d'être mise à l'écran, que ce soit uniquement moi qui suis à la caméra et pas les gens derrière moi. Ça a aussi effraie, je pense, un peu les gens de se dire je vais être au centre des attentions, tout ce que je vais dire, ça va être retenu, ça va être gardé et ça va être jugé par les personnes qui vont regarder. Et quoi que je fasse, ils ne pourront pas me retrouver, ils pourront garder cette image de moi en train d'être filmé. Et du coup, ça fait un peu peur parce qu'on ne pourra pas offrir autre chose que là, ce que je suis en train d'offrir à la caméra plus tard. On remarque par ailleurs que certaines personnes peuvent avoir un avis très tranché, voire radical en off, ou au contraire ne pas se sentir suffisamment expert d'un sujet pour en parler. Mais une fois devant la caméra, ils parviennent à nuancer ou bien à affiner un petit peu leurs propos, sans d'ailleurs avoir la sensation de mentir ou d'être hypocrite, mais de tenir quand même un discours en lequel ils croient. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là ? Je pense que c'est assez légitime. On ne va pas parler à quelqu'un face à face et quand il y a une caméra, on essaye un peu de s'extérioriser un peu, de prendre du recul sur nous-mêmes pour avoir un propos de base nuancé et pas auto-centré sur soi. Et voilà, je trouve que c'est assez complexe d'à la fois de se regarder d'en haut, mais en même temps, c'est assez dédouanant, on va dire, de garder un point de vue. Moi, je me mouille pas, je préfère quand même prendre du dessus, relativiser ce que je dis, et après en off, dire moi ce que je pense vraiment, mais devant la caméra en mode bon, je dis un truc un peu général qui plaira à tout le monde, où je offense pas trop les gens, et c'est qu'une fois en off que... Et c'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut en retirer, si on veut vraiment quelque chose de... Comment dire ? Si on veut vraiment avoir quelque chose de vrai, de citoyen, il faut limite, comme un peu ils font dans les caches investigations, genre avoir les images off, où ils font semblant de pas filmer, ils filment, etc., où tu as vraiment quelqu'un qui est face à toi. Et après, si tu veux quand même montrer que le citoyen un peu n'est pas auto-centré et peut avoir un point de vue justement un peu global, et quand il a le moment de s'exprimer, il peut nuancer ses propos et pas être un peu focus, je sais pas si ça passe. Mais du coup, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire dire avec son micro et sa caméra des gens, ce qu'on en attend. Est-ce que tu penses qu'une parole un peu plus populaire puisse recréer du lien social dans notre pays ? Ah oui, carrément, genre pour tout ce qui est économie, finance, etc., on est tellement déconnecté du langage, on va dire, citoyen. Et soit on fait soit la classe moyenne qui peut tout comprendre, soit on classe en dessous les gens débiles, avec les réseaux sociaux, etc., les télé-réalités, on se dit ouais, c'est des gens qui sont un peu cons, qui regardent n'importe quoi, etc. Et on fait pas assez le lien justement pour dire, un peu comme des c'est pas sorciers, mais il faudrait faire ça pour plein de choses en fait. Parce que c'est pas sorcier, c'était juste pour la science, mais on pourrait faire un c'est pas sorcier pour la politique. Qu'est-ce que la loi Macron fait réellement, etc. Comment le citoyen peut s'en prendre, et avoir vraiment un propos nuancé, parce qu'on est soit contre, soit pour. Et on n'est jamais entre deux, ouais je suis d'accord là-dessus sur la loi, mais je suis pas d'accord là-dessus. Du coup, ce serait hyper intéressant de donner aux citoyens la clé de comprendre un ensemble de choses et du coup d'ensuite de s'engager là-dedans, parce que c'est soit un oui, soit un non. Et quand on regarde aujourd'hui les débats, on est là, ouais Marine Le Pen elle est pas bien. Et quand tu demandes à la personne qu'est-ce qu'elle a fait de mal, c'est en mode je sais pas trop, mais on dit que c'est pas bien, du coup faut pas voter pour elle. Moi je suis contre, hein, mais quand j'essaye de demander, je suis pour ce qu'ils disent, en mode développe pourquoi tu serais contre, ce qui est normal, tu as le droit d'être contre et il faut sûrement être contre le totalitarisme, etc. Mais on a un manque d'arguments parce que justement on a trop laissé ce choix ou cette envie de dire c'est pas bien ou c'est pas bien aux élites intellectuelles, enfin ce qu'on appelle l'élite intellectuelle. Et du coup le citoyen il suit genre les gros médias, ce qu'il dit dans le Parisien, genre il faut s'indigner contre ci, il faut être contre ça. Mais quand tu lui demandes vraiment les arguments, il n'a pas, parce que c'est des mots qu'il ne comprend pas, c'est des lois qu'il ne comprend pas, c'est des textes, etc. qui ne sont pas abordables pour lui malheureusement. Et du coup on en vient à le catégoriser et à rendre le citoyen comme quelqu'un qui doit lire une info épurée, qui ne peut pas lire plus d'une page de journal, qui doit regarder des vidéos de 2 minutes parce que sinon c'est pas assez tapailleul, etc. Et c'est tout un système où on infantilise un peu le citoyen et on lui dit soit oui, soit non, et le reste on s'en moque un peu du coup. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un sujet ou une cause qui te tiendrait à cœur de développer ou de défendre là ? Ouais. Un chiffre peut-être,
En termes de liberté de la presse, la France en 2017 a été élue 36e. Ce qui est quand même à basse. Enfin, quand tu demandes à tout le monde autour de toi, ils disent oh 5e, 10e, etc. Et du coup, en fait, on est 36e. Il y a plein de pays d'Afrique, etc., qui sont devant nous, auxquels on ne pense pas du tout. Et du coup, remettre un peu en cause ce paysage médiatique et peut-être un peu s'investir dans justement tout ce qui est médias, etc. et repayer pour avoir une information de qualité. Parce qu'aujourd'hui, si on a du 20 minutes et du direct matin et que c'est gratuit et qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là, c'est pas pour rien, c'est que derrière, il y a forcément des intérêts et qu'aujourd'hui, le paysage médiatique est beaucoup trop concentré et il a un gros problème d'indépendance, comme la politique en fait, d'indépendance financière. Et à partir du moment où on ne refinancera pas les médias, tant la politique, on ne pourra pas du tout avoir une indépendance des gros intérêts, on va dire, industriels. Et du coup, alors que c'est contre l'intérêt du citoyen dans la plupart des cas. Merci beaucoup. Merci à vous et bon courage.